Bonsoir chers auditeurs, bienvenue sur l'antenne de Méridien Zéro, une nouvelle fois sur votre web radio préférée, l'émission francophone du réseau Radio Bandera Nera. Ce soir, nous accueillons Jean-Claude Rollina. Jean-Claude Rollina qui va nous parler d'un sujet qui touche un petit peu à l'histoire de l'Argentine et à deux destinées exceptionnelles. Deux destinées qu'il a évoquées dans son dernier ouvrage consacré à Evita Perón et bien sûr Juan Domingo Perón, donc deux grandes figures de l'histoire argentine. Evita Perón, la reine sans couronne des Descamisados, ouvrage sorti chez Du Alpha récemment. Donc nous allons un peu évoquer ces pages glorieuses de l'histoire argentine, ces pages qui ont marqué en tout cas l'histoire de ce pays et de ce peuple dans la première moitié du XXe siècle et ensuite dans les décennies qui ont suivi. Nous accueillons aussi ce soir un invité spécial et exceptionnel. Il est de passage sur Paris, notre ami Gabriele Adinolfi, que nous ne présentons plus. Gabriele, bonsoir. Bonsoir. Donc Gabriele qui est l'auteur de deux ouvrages qui ont été traduits en français, vous le savez, nous le rappelons sans cesse, à savoir Nos belles années de plomb à l'encre et Les pensées corsaires, qui en sont sortis récemment aux éditions du Lord. Donc Gabriele interviendra aussi sur le sujet. Je crois que il y a eu des connexions à une certaine époque, sur le plan idéologique et même sur le plan humain, entre l'Italie et l'Argentine. Bon, au-delà bien sûr des vagues migratoires qui ont contribué à peupler ce pays, dont nous parlera Jean-Claude sans trop de problèmes. D'ailleurs, nous allons un petit peu partir dessus. Alors bien sûr, vous avez remarqué que M. Pégel est à la barre ce soir, et nous sommes bien sûr avec l'incontournable Deus ex machina de la technique, Lord Sergei, sans lequel bien sûr cette émission n'est pas possible. Alors Jean-Claude, bonsoir. Bonsoir cher ami. Alors, pourriez-vous poser un petit peu les bases historiques, économiques et géographiques concernant l'Argentine au début du XXe siècle pour éclairer un petit peu la lanterne de nombre de nos auditeurs? Alors effectivement, vous avez évoqué les deux protagonistes de mon livre, le général Perón et son épouse. Ces deux personnages, évidemment, sont nés aux charnières des deux siècles. Le général Perón est né à la fin du 19e et sa future femme est née, elle, au début du 20e siècle. Je crois qu'ils ont chacun en commun d'avoir des racines basques, je crois. Alors oui, tout à fait. Elle, par sa mère, tout à fait, puisque son nom de famille, le nom de famille de sa maman était Ibarguren, le nom de son père était Duarte, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Quant au général Perón, évidemment, il avait 24 ans de plus que sa seconde épouse. Il avait des origines sales, je crois, du côté de son père, si je m'abuse. Et même, paraît-il, certains disent qu'il y aurait eu un petit peu de sang indien. Mais enfin bon, on va pas entrer dans ces détails. Oui. Alors, vous parliez de l'Argentine fin de siècle, début de siècle. Voilà un pays qui a connu une histoire, enfin qui a connu un peuplement. L'historique de son peuplement est un petit peu similaire, si vous voulez, à celui des États-Unis. Il y a un décalage dans le temps, c'est-à-dire que les créoles qui sont installés sur place en ont assez de la domination de la maison mère, à savoir de la couronne de Madrid, et un petit peu comme les colons nord-américains qui veulent couper les ponts avec Londres. Et on assiste donc aux environs de 1810, un soulèvement de la part de cette société évoluée, la minorité blanche, si vous voulez, qui conduit la colonie à l'époque, un soulèvement et la proclamation de l'indépendance. Alors, évidemment, il y a toute une succession de caudillos. La grande figure qui émerge à l'époque, c'est le général San Martín, qui sera à un temps donné comme le rival de Simón Bolívar. Lors de leur rencontre, tous deux à Guayaquil ou en Équateur, l'un des deux, probablement peut-être le plus noble, s'efface et préfère prendre l'exil. Oui, vous ne cachez pas dans votre livre votre légère préférence pour San Martín. San Martín, voilà. Il s'exile et il vient résider en France, où on peut d'ailleurs visiter le musée qui lui est consacré à Boulogne-sur-Mer. Il a vécu là beaucoup d'années en compagnie de sa fille, il y est décédé, et à chaque fois qu'un bateau argentin faisait relâche dans le port de Boulogne, les marins allaient s'incliner sur son catafalque dans la cathédrale. Mais son corps a été ensuite rapatrié à Buenos Aires, dans la cathédrale métropolitaine sur la Plaza de Mayo. Donc, les caudillos se succèdent, l'Argentine connaît une sorte de guerre civile entre les centralisateurs et les fédéralistes. Il y a le fameux général Rosas, qui est un dictateur, mais quand même un dictateur éclairé, moderne, qui impose... Quelle époque ça, Rosas, à peu près? C'est 1850, c'est la moitié du 19e siècle. Et qui entretenait d'ailleurs d'excellentes relations
épistolaire avec le général San Martinet. Et puis nous avez le général Roca, qui est un petit peu le général Custer argentin, qui lui va non pas faire la conquête de l'Ouest, mais va faire la conquête du Sud, c'est-à-dire que les frontières de l'Argentine reculent vers le Sud, c'est-à-dire en direction de la Patagonie et le Cap Horn, etc. Bon, évidemment, à chaque fois, c'est l'Indien, lui, qui est chassé, comme la colonisation oui, je crois que c'était une sorte de colonne infernale, hein, oui, absolument. Qui a fait le général Roca, si vous voulez, il y a une similitude. Bon, et des masses, de même que des masses d'Irlandais ont émigré, et d'Italiens aussi ont émigré en Amérique du Nord, rejoints par des Polonais, des Suédois, etc., pour toutes ces crises économiques, les famines, la maladie de la pomme de terre en Irlande, qui a jeté sur les mers des centaines de milliers d'Irlandais. La misère qui touche l'Europe au XIXe siècle jette aussi des vagues d'immigrés italiens, parce que l'Argentine a une population majoritairement européenne qui est constituée à peu près 50%, en gros, de citoyens originaires de l'Italie. D'ailleurs, vous avez énormément de noms à consonance italienne. Le reste, ce sont, vous l'avez cité, des Basques, des Espagnols, quand même. Des Aveyronnais, je crois. Hein, oui, je crois. Un peu comme certains sont partis aussi, les Barcelonettes au Mexique. Il y a eu des colonies de Français comme ça qui se sont concentrées. Il y a eu des Alsaciens aussi au Texas, notamment à Castronville. Très curieux. Il y a des villages entiers qui émigrent de leur patrie européenne et qui reconstituent des mini-patries dans leur nouveau pays où ils peuvent. On voit aussi des noms en consonance anglo-saxonne, hein, noms gallois, des noms irlandais, hein, notamment dans l'élite politique et militaire de ce pays. Vous avez tout à fait raison. Les Anglais ont fait quand même main basse sur le commerce et l'économie argentine, ce qui ce qui sera l'une des raisons d'ailleurs de l'émergence du péronisme. Et donc ce pays a un paradoxe, si vous voulez. Ce paradoxe, c'est que c'est un pays riche avec une population pauvre. Donc ça pouvait pas durer 107 ans. Au début de. Donc en fait, on a un système de latifundia classique. Système classique. Alors vous avez une oligarchie, minoritaire, et vous avez c'est les terratenientes, les lieutenants de la terre. Certains résident sur les haciendas, d'autres résident à Buenos Aires et ont un contremaître qui fait régner la loi. Et donc vous avez des populations qui sont complètement laissées à elles-mêmes et qui dépendent complètement du bon vouloir. Vous décrivez notamment cette figure emblématique de la pampa argentine, le gaucho, qui à l'époque est véritablement exploité, je veux dire, de manière. Le gaucho, c'est un petit peu le pendant, c'est un petit peu le pendant du cowboy américain et du psychos hongrois, hein, c'est-à-dire que c'est l'homme à cheval qui garde les troupeaux. Alors en Argentine, évidemment, ce sont des troupeaux. Et vous décrivez quand même des conditions de travail très dures, extrêmement dures. Et évidemment, il y a tout un prolétariat qui demande à être j'allais dire ramassé, encadré, récupéré. Prolétariat que Perón va récupérer, mais le péronisme va permettre à l'Argentine, si vous voulez, d'échapper au communisme. Bon, on va y venir tout à l'heure, on va approfondir la question. Donc, ce général Perón, bon, d'abord, il n'est pas général, il naît dans une petite famille modeste, et puis il se destine à la carrière des armes. Il n'est pas général tout de suite, hein, donc il fait une longue ascension, donc il commence par faire l'école militaire, il devient sous-lieutenant, etc. Ce qui va être très intéressant, ce qui va provoquer probablement l'émergence de sa doctrine, c'est le fait qu'il est attaché militaire en Italie et en Europe pendant 2 ans. Voilà, il se forme en contact des troupes de montagne d'ailleurs. Alors, il se forme, fameuses alpines. Et bien sûr, les troupes alpines, la division tridentine, c'est ça qui d'ailleurs a été opposé aux troupes françaises pendant la bataille de mai-juin 40. Et sa spécialité, c'est ça. Quand il reviendra en Argentine, il sera nommé inspecteur général des troupes de montagne. Mais pendant les 2 ans qu'il passe à peu près en Europe, il va être quand même impressionné par le fascisme mussolinien. Il va en être marqué, il va voyager beaucoup, il va voyager en Espagne, il va voyager en Allemagne, il va nouer des contacts. Et effectivement, la création de ce parti politique au lendemain de la Première Guerre mondiale par un instituteur socialiste qui va créer le mouvement des faisceaux, le fascisme, qui donnera les faisceaux, c'est-à-dire cette convergence. Bon, ça c'est le petit clin d'œil à la fraternité d'armes de la Première Guerre mondiale. Ça va quand même l'impressionner. Bon. Il va réfléchir, mais on s'apercevra que la doctrine justicialiste et le fascisme, il y a quand même d'importantes nuances. Il y a toujours des singularités nationales qui apparaissent. Le péronisme, si vous voulez, n'est pas exportable, il est adaptable. Mais il peut pas être exporté. Bon, le fascisme mussolinien, c'est une importante parenthèse historique, mais bon, ça a une spécificité italienne, si vous voulez. S'il y avait eu un fascisme à la française, on a dit que l'État français de Vichy, de toute façon, les nombreux ennemis de Perón et de son épouse se gênent
viendront pas pour qualifier et diaboliser ce régime comme fasciste. C'est l'amalgame. C'est l'amalgame. On a qualifié le salazarisme de fascisme, on a qualifié le franquisme de fascisme. Ça n'a absolument rien à voir. Il y a des confusions du genre. Bon, on peut pas mélanger tout et n'importe quoi. Donc, Perón noue des contacts avec un certain nombre d'officiers européens et quand il revient en Argentine, bien entendu, il noue aussi des contacts avec ses collègues et qui réfléchissent sur la situation économique et sociale de leur pays. Bon, c'est le fameux GOU, c'est ça? Alors le GOU, le GOU, oui, le GOU des complots, si vous voulez. Le groupe des officiers unis, c'est ça? El Grupo de los Oficiales Unidos. Donc ces gens-là se réunissent dans une pharmacie à Buenos Aires. C'est le complot. Hein. Tout à l'heure, nous évoquions hors antenne Tapioca et Alcazar. Si vous voulez, ça, c'est un côté folklorique d'Hergé qui a traité les latino-américains de cette façon. Mais la réalité des choses, quand même, c'est que ces gens-là se réunissent avec la volonté de changer les choses, changer la société, améliorer le sort du peuple. Parce que là, il y a une bourgeoisie. Vous avez évoqué tout à l'heure les minorités anglo-saxonnes. C'est vrai qu'il y a là des Gallois, des Anglais, etc., qui sont installés depuis plusieurs générations en Argentine et qui font du business, et qui font du commerce, et peut-être au détriment des Argentins. Donc, le futur général Perón et ses amis complotent. Ils complotent tellement qu'ils vont faire un coup d'État qui va réussir et qui va les porter au pouvoir en 1943, et ils vont renverser le dernier président conservateur de ce qu'ils appelaient la décennie infâme. Voilà, donc ce président conservateur qui était un petit peu dans les mains de l'oligarchie anglo-saxonne. Oui, et si vous voulez, il devait y avoir des élections, mais les élections avaient prévu un nouveau président, mais qui était déjà tout à fait... C'était programmé déjà. Voilà, tout à fait programmé. Et là, c'est l'imprévu. Là, c'est l'imprévu. Voilà, donc, se manifeste. Ce coup d'État, c'est dans la tradition latino-américaine. Le prononciamiento, c'est Oui, mais vous disiez que les coups d'État précédents, en général, étaient faits par des militaires qui étaient contrôlés justement par les élites locales, par l'oligarchie. Tout à fait. Alors, il y a en Amérique latine, si vous voulez, on fera la comparaison tout de suite après. En Amérique latine, il y a deux types de militaires. Il y a des militaires nationalistes et révolutionnaires, et puis il y a les militaires conservateurs qui sont là pour rendre service, réactionnaires, et qui sont là pour rendre service à Washington. Bon, pendant longtemps, Washington a fermé les yeux sur Batista, qui lui couvrait les tripots, etc., et les bordels, passez-moi l'expression de la Havane. Washington, pendant longtemps, a fermé les yeux sur la clique Somoza et sur Trujillo à Saint-Domingue. Ouais. Bon, tant que ces gens-là, si vous voulez, maintenaient l'ordre, oui, comme il disait, c'est un salopard, mais c'est notre salopard. C'est notre salopard. Voilà. Tout à fait. Bon, mais par contre, vous avez toute une collection, passez-moi l'expression, de militaires nationalistes. Vous avez par exemple le général Ibáñez au Chili, vous avez Rojas Pinilla en Colombie, vous avez Perón en Argentine, vous avez le président Víctor Paz Estanzoro en Bolivie qui crée le mouvement national révolutionnaire. Vous avez une émergence, si vous voulez, d'officiers qui, eux, sont en réaction contre la mainmise de Washington sur le continent sud-américain. Donc, conjonction idéologique de tous ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils cherchent à faire? Ils cherchent à sortir le peuple de la misère. Ils cherchent à faire la synthèse entre le social et le national. Et ils veulent l'indépendance nationale de leur patrie, c'est-à-dire une sorte de troisième voie, en fait, ni l'URSS... Nationale et sociale, quoi. Nationale et sociale, voilà. Ni l'URSS, ni... Washington, si vous voulez. Voilà, bon, c'est cette ligne politique-là que Perón... Qui fera des émules, d'ailleurs, plus tard. Bon. Des émules plus tard, mais ça va d'ailleurs lui coûter assez cher à Perón, tout ça, parce que bon, il se fait pas que des ennemis, et des amis avec tout ça. Bon, alors, ça c'est Perón. Voilà. Alors maintenant, il arrive voilà, au pouvoir, donc revenons à Evita, si vous voulez bien. Lui, Perón est nommé secrétaire d'État au travail et à la prévision sociale, et à partir du poste qu'il va occuper, il va évidemment élaborer toute une législation sociale, parce qu'il faut savoir qu'en Argentine, il n'y a aucune convention collective. Les congés payés, on ignore ce que c'est. La durée du temps de travail, on ne sait pas ce que c'est. Congé maternité, etc. J'en passe, c'est les meilleurs. Il n'y a rien. Donc tout est à faire. Et évidemment, très vite, Perón va s'attirer une sympathie auprès de la population la plus déshéritée, puisque il va obliger le patronat
accepté ces conventions sociales, l'émergence d'un syndicat puissant. Et là, il y a une différence avec l'Italie, c'est que l'Italie fasciste, elle connaissait le régime du parti unique et du corporatisme. Or, l'Argentine péroniste n'a jamais connu le parti unique ni le corporatisme. Il y a un syndicat puissant, mais il n'est pas unique. C'est la Confédération Générale du Travail, mais il y a d'autres qui est bien différente de la nôtre, qui n'a rien à voir, envergure quand même. Qui n'a rien à voir. Ce n'est pas bien difficile d'ailleurs. Avec celle qui fut un jour dirigée par Krasuki. Bon, donc. On va venir à Eva Peron, mais si vous le voulez bien, je voudrais faire la convergence et la différence qu'il y a entre le fascisme italien et ce qu'on a appelé le fascisme argentin. En fait, le péronisme, c'est quand même une tonalité différente. Bon, d'abord, les pays sont quand même un petit peu différents, bien qu'il y ait une grosse composante italienne de la population. Ce qui est similaire, c'est le rassemblement de masse, la communion populaire, la grande messe, comme Benito, lui, rassemblait la foule, place de Venise, le célèbre balcon, où qu'on peut d'ailleurs toujours photographier. On peut visiter d'ailleurs le palais de Venise, au pied de l'énorme monument, je crois qu'on l'appelle d'ailleurs la machine à écrire, l'énorme monument à Victor Emmanuel. Voilà, 2. Et Perón, lui, à la Casa Rosada, lorsqu'il sera président, avec son épouse d'ailleurs, harangue relativement souvent la foule qui est rassemblée place de Mai. Il y a des foules énormes. Il y a une dimension tribunicienne évidente. Tout à fait. Ça, c'est la similitude. La différence, c'est que Perón maintient, si vous voulez, un semblant de démocratie classique, alors qu'en Italie, le parti fasciste est le parti unique. Oui. Sauf sur le projet de la République sociale. Ah oui, alors ça c'est Mussolini à l'époque de la monarchie. Hein, c'est donc Benito Mussolini. Non, mais je veux dire que le fascisme aussi avait une nuance. Oui, oui, mais vous avez raison de me reprendre. Non, mais je ne reprends pas, c'est pas. Ils sont Gabrielé. Oui. Quand tu veux intervenir, bien sûr, il n'y a aucun problème. Vous êtes là pour ça. Voilà. Bon, surtout quand on parle de l'Italie. Et alors, donc ça, et le corporatisme. Alors le corporatisme, c'est quand même une doctrine très sérieusement élaborée et qui va très très loin. Il y a Salazar qui va d'ailleurs aller dans la même voie. Je ne sais pas s'il aura le même succès, j'en doute. Quant à l'Espagne franquiste, c'est pas du tout ça. Peut-être que José Antonio et la Phalange, lui, aurait, s'il avait vécu, avec Ramiro Ledesma, s'il avait vécu, il aurait probablement exploré cette voie-là. Perón n'emprunte pas cette voie-là. Voilà, c'est quand même une différence importante. Hein. Oui, il y a des forces aussi différentes. Hein. Il doit composer avec des réalités, avec des oppositions potentielles qui sont aussi d'une autre nature que le cas italien. Ce n'est pas la même époque, parce que quand Perón émerge, c'est la République sociale italienne qui va quasiment agoniser un an plus tard. Bon, donc, voyez. Oui, d'ailleurs, l'Argentine nous voit un petit peu. Hein. Alors, c'est ça, l'Argentine. Elle est mise sous pression. Tout à fait. Sa neutralité est mise sous pression. Vous avez le seul pays d'Amérique latine qui a envoyé un contingent militaire en Europe pour combattre les forces de l'Axe, c'est le Brésil. Tous les autres pays d'Amérique latine, aucun pays d'Amérique latine n'a envoyé de contingent. À moins que vous n'incluez pas le Mexique. Le Mexique, je voulais y venir, bien entendu. Je vois que vous connaissez vos classiques. Le Mexique a fourni une escadrille d'aviateurs pour combattre les Japonais dans le Pacifique aux côtés des Américains. Voilà, ce sont les deux exceptions. Les autres pays d'Amérique latine ont attendu quasiment la chute du Reich pour déclarer la guerre au Reich. Il y avait des Brésiliens en Italie, si je me souviens bien. Voilà. Oui, tout à fait. Oui, il y avait l'équivalent d'une division en Italie, oui, tout à fait. Et donc, il y a eu une prudence. Alors, il y avait 3 tendances dans les militaires argentins. Il y avait ceux qui étaient attentistes, qui voulaient louvoyer entre les deux camps. Il y avait ceux qui étaient pro-occidentaux, et puis il y avait ceux qui étaient résolument pour l'Axe. Alors évidemment, il y a des tiraillements, vous voyez, ça se passe pas tout à fait bien, et oui, vous dites dans votre livre que selon les armes, on penche plutôt vers tel ou tel pays ou telle ou telle orientation. Alors, il y a un moment donné... La marine plus conservatrice, la marine est par exemple. Elle est traditionnellement conservatrice, elle est hostile au péronisme. Hein, ce sont des gens qui sont... jusqu'au bout d'ailleurs, hein, vous le montrez dans votre livre. D'ailleurs, curieusement, c'est pas exceptionnel à l'Argentine. C'est une... sauf peut-être en Russie, mais c'est une arme en Amérique latine qui est assez à droite, hein, assez traditionnaliste. Bon, voilà, alors, c'est comme ça. On pourrait dire. Oui, si on veut. Oui, ouais. Je vous laisse le mot. Voilà. Alors, donc, on en est au stade où Perón prend si vous voulez, devient ministre du Travail. Et vous avez une petite jeune fille qui, 24 ans plus tard, elle naît au fin fond de la Pampa, dans un bled perdu et improbable qui s'appelle Los Toldos, et elle naît dans une
famille, j'allais dire monoparentale, puisque sa maman est la maîtresse de son papa, mais qu'elle n'est pas son épouse. Je m'explique, Madame Ibarguren est la cuisinière d'un domaine, un important domaine, dont le patron est Monsieur Duarte, alors qui va donner son nom à ses enfants adultérins, si vous voulez, mais qui ne les reconnaîtra pas pour autant. Il se contentera de donner régulièrement une enveloppe pour leur bonne éducation. Et cette petite fille va déjà souffrir de ça. Elle va souffrir beaucoup à l'école, ne pas avoir un père, comme les autres enfants. Et elle en souffrira encore bien plus lorsque ce père va mourir dans un accident d'automobile et où, lors des obsèques, on refusera à sa mère et à son frère et à ses sœurs d'accéder à la dépouille du papa. Voilà. Et donc, on peut penser que l'hostilité, la hargne, si vous voulez, la gnaque peut-être, diraient certains aujourd'hui, de cette petite fille, cette jeune fille, vient peut-être de là. Elle a une revanche à prendre sur la vie. Elle a été méprisée par une grande famille, entre guillemets. Ses demi-sœurs, du couple, si vous voulez, du ménage légal, ne se sont jamais intéressées à elle, et elle va en souffrir beaucoup. Une sorte de Cosette argentine. Oui, c'est la Cosette de la Pampa. On peut dire ça comme ça, si vous voulez. Oui. Et ça va lui donner quand même la rage. Et qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait des petites scénettes dans son école, elle se produit donc, vous savez, sur les petits théâtres d'enfants, et un jour, elle fait, son institutrice lui dit, pourquoi ne ferais-tu pas une publicité dans le village ? Vous savez, ça se fait chez nous aussi, quand il y a des kermesses de village, on parle dans un micro et on fait de la publicité pour les commerçants locaux. Et elle fait ça. Elle fait ça, elle chante, elle fait un petit peu de théâtre au niveau scolaire. Et puis un jour, il y a une troupe de comédiens, de chanteurs qui fait sa tournée, comme on dirait les tournées Carsanti d'hier, vous savez, toutes ces troupes de saltimbanques, de comédiens, d'illusionnistes qui tournent à travers les provinces. Et là-bas, c'est pareil que chez nous. Et il y a un certain Magaldi, qui est un chanteur, moins connu que Carlos Gardel, mais enfin qui est un chanteur apprécié, et qui, par hasard, atterrit à la table d'hôte de Madame Ibarguren, la mère d'Evita, parce qu'entre-temps, elle a arrêté d'être la cuisinière du domaine du père de ses enfants, et elle a arrêté ce métier de cuisinière, de couturière, où elle s'est esquinté les mains, et elle ouvre donc une petite auberge, une table d'hôte ouverte aux voyageurs. Et la jeune fille Evita, elle a 14-15 ans à l'époque, va demander à ce Magaldi, qui l'a repéré d'ailleurs, et alors là, c'est très ambigu parce que la suite des événements, la maman accepte que sa fille aille à Buenos Aires avec cet homme qui a 35 ans quand même, alors que sa fille a moins de la moitié, et elle accepte que sa fille parte à Buenos Aires parce que son fils, Juanito, qui finira d'ailleurs dans d'étranges circonstances, elle accepte qu'elle parte à Buenos Aires parce que son fils servira de chaperon. Là, les biographes se divergent. Certains disent que il y a eu quelque chose entre cette jeune fille et Magaldi. D'autres disent que non. Toujours est-il qu'elle a été, quand Magaldi est disparu, elle n'a pas été très affectée. Elle va donc vivre dans différents galtas à Buenos Aires, plutôt misérables. Elle va faire des petits métiers, des petits boulots, toujours avec si vous voulez, la volonté, l'idée de monter sur scène ou de faire du cinéma ou du théâtre et d'être un jour quelque chose. Et sa chance va lui être donnée. Elle fait des petits rôles, vous savez, elle ouvre une porte sur scène, elle la ferme, ou elle dit du genre « Madame est servie ». Vous voyez, c'est quelque chose de basique. Et un jour, elle va rencontrer une grande comédienne d'origine italienne, elle aussi, et Pierina Delassi, qui va la prendre en pitié, et qui va même parfois l'héberger, lui donner de l'argent et l'aider, et qui va lui donner un sérieux coup de main pour sa carrière d'actrice. Son frère, qui a cessé son service militaire, entre-temps s'est mis dans le business et lui ouvre les portes d'une firme commerciale pour qu'elle puisse faire de la publicité à la radio. Et là, c'est sa grande chance, parce que ce qui va révéler Eva Perón, la future Eva Perón au pays, c'est la radio, notamment Radio Belgrano.
Donc voilà une jeune fille qui progressivement devient une femme et qui va vivre de ses propres ailes. Elle va faire d'énormes rencontres. Elle fera même de mauvaises rencontres puisque il y a. Oui, on parle de ce fameux viol. Oui, alors bon. Vous en parlez au conditionnel. J'en parle au conditionnel parce que d'autres auteurs sont plus affirmatifs. Il y a d'autres auteurs sont affirmatifs. Moi, j'ai consulté plusieurs bouquins. Il y a des variantes, il y a des divergences. Il y a rien de très précis. Il n'empêche que. Mais ça se remettrait à l'origine justement de ces problèmes physiologiques qui vont marquer non mais elle a douloureusement son existence. Tout à fait. D'ailleurs, sexuellement, elle aura des problèmes avec son mari puisque elle avait un problème vaginal, elle avait énormément de saignements, etc. Et d'ailleurs, je pense que le crabe devait déjà pointer la pince de très bonne heure. Le crabe qui va l'emporter à ses 33 ans. Oui. Ce qui est d'ailleurs phénoménal, petite parenthèse, dans cette existence, c'est quand même la brièveté de sa vie. 33 ans, c'est l'âge du Christ, oui. Et elle, en fait, elle a atteint le sommet très rapidement, mais elle a pu réaliser un certain nombre de choses extraordinaires en très peu de temps. Non, je foudroyais quelque part. Oui, je veux dire que c'est assez exceptionnel. Bon, dans l'histoire, vous avez des femmes célèbres dans l'histoire du monde. Hein, nous avons quand même des femmes à poigne. Bon, je porte pas de jugement idéologique ni géographique. Mais enfin, vous avez eu, je sais pas, hier il y a eu Catherine de Médicis, la reine Zénobie. Vous avez eu Catherine de Gandhi, Benazir Bhutto. Bon, alors oui, Margaret Thatcher. Même Thatcher, voilà. Oui, j'allais dire même Golda Meir, qui était Premier ministre d'Israël, dont d'ailleurs Ben Gurion disait. C'était pas très féminine, faut bien le dire, mais Ben Gurion disait de Golda Meir, c'est le seul homme de mon gouvernement. Bon, il y a eu beaucoup de femmes à poigne dans l'histoire, et elle va être une femme à poigne. Elle va se révéler être une femme à poigne. Oui, d'ailleurs, il me revient une petite phrase qu'elle avait prononcée à propos de Péron. Elle dit, lorsque les couilles lui descendent au niveau des chevilles, c'est moi qui je suis là pour les remonter. Voilà. Bon, parce qu'elle avait son franc-parler, donc d'ailleurs, elle était objectivement de basse extraction, hein. Bon, elle a pas eu un parcours scolaire énorme. Ça lui sera reproché par les belles dames de la bonne société de Buenos Aires. Tout à fait. Donc voilà, cette jeune personne qui évolue de ses propres ailes et qui commence à faire parler d'elle en jouant notamment, en interprétant des rôles de grandes dames sur les ondes de Radio Belgrano. Nous sommes dans les années fin des années 30, début des années 40. Et il va y avoir un événement tragique, un tremblement de terre en Argentine, et qui va faire que le pays va se mobiliser pour signifier sa solidarité aux malheureux qui ont été touchés par ce tremblement de terre. Et il y a une grande kermesse, enfin organisée au Luna Park de Buenos Aires, à laquelle va participer entre autres le colonel Perón et le président de la République, le président Ramirez, qui ne l'est plus d'ailleurs pour très longtemps. Et alors là, il y a plusieurs... Et Eva Perón, bien entendu, qui a fait son chemin entre-temps et qui dépend du directeur des postes, qui est un colonel, parce que à cette époque-là, les radios dépendaient de la direction des postes. Et elle est évidemment invitée dans les premiers rangs pour assister au spectacle, tout près du chef de l'État et du futur général Perón. Là, il y a plusieurs versions. Le hasard aurait fait qu'elle rencontrait Perón, ou au contraire, elle aurait prémédité sa rencontre avec Perón parce qu'elle l'admirait, parce que Perón était le défenseur des faibles, parce que Perón organisait les travailleurs, parce que Perón soutenait la CGT. Elle, faut savoir qu'elle avait créé un syndicat... Lara, c'est ça, ouais. Lara, voilà, ouais. Elle avait créé pour la radio, parce qu'elle faisait de la radio. Elle faisait de la radio, oui. J'ai parlé de Radio Belgrano, qui était le nom de la plus célèbre station de l'époque. Belgrano étant le nom d'un général héros de l'indépendance. Et le nom d'un navire de la marine qui a été lâchement coulé par les Britanniques. Voilà, par le perfide Albion. Le quartier de Buenos Aires, je crois. Belgrano, oui, vous avez tout à fait raison. C'est un quartier de Buenos Aires. Donc, voilà. Alors, il y a une version... La rencontre s'est faite par hasard. Il y avait une place de libre à côté du futur président Perón. Elle s'est empressée d'y aller. Elle a été présentée par le colonel Mercante, qu'elle connaissait bien et qui était un intime, un proche, un soutien de Perón. Bon, ça c'est une version. Il y en a une autre où effectivement c'est elle d'autorité qui s'est installée et qui a commencé à parler avec le général en lui disant tout le bien qu'elle pensait de sa politique et pour lui dire qu'elle l'admirait. Toujours est-il que ce fameux soir-là, le 29 janvier 44, Perón
et Eva, celle qui n'est pas encore Evita, repartent ensemble, s'engouffrent tous les deux dans la limousine du futur président et disparaissent dans la nuit de Buenos Aires. Alors le reste leur appartient bien sûr. Ce qu'on sait, c'est que compte tenu, nous l'avons évoqué tout à l'heure, de ses problèmes vaginaux et de ses saignements récurrents, c'est que sa vie sexuelle, ça n'a pas dû être un plaisir, mais plutôt un enfer. D'ailleurs, les historiens s'accordent là-dessus pour dire que c'est pas ça qui soudait le couple, c'était autre chose. Oui. Bien. D'ailleurs, Perón se rattrapera plus tard dans la deuxième partie, d'ailleurs la moins brillante. Je crois, hein. La moins brillante, oui, quand il consommera des petites lolitas. Ça, c'est la partie moins brillante du personnage. Mais il faut bien l'évoquer puisque c'est la réalité. Bon, alors là, nous en sommes au début de l'idylle. Les deux tourtereaux vont s'accorder, bien entendu, sur un plan idéologique. Qui ne cachent pas leur liaison, je crois. Non, d'ailleurs, ils emménagent tous les deux dans le même immeuble et ils ont un appartement au même étage. Vous voyez, bon, donc ça facilite les choses. Et Perón, évidemment, est toujours ministre du Travail. Et elle, la radio, elle fait évidemment une large place à la propagande en faveur de son amant. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a une interférence maladroite de la part sans doute d'Eva, qui voulait qu'un de ses amis de Junín, la ville où sa mère s'était installée plus tard après avoir quitté Los Toldos, elle souhaitait que cet ami soit nommé à la direction des postes, alors que un général, parmi d'autres, avait son propre candidat. Et Perón a appuyé, mais c'est une histoire toute bête, Perón a appuyé les desiderata de son épouse, ce qu'il ne fera pas plus tard quand il lui refusera le poste de vice-président à la candidature présidentielle. Tout à fait, oui. Il accède au désir de sa maîtresse, ce qui met en fureur le fameux général Ábalos, oui. Qui va voir le président de la République, le nommé Farrell, qui était un soutien de Perón. Vous voyez que c'est une histoire vraiment basique. Tout ça pour une histoire de favoritisme. Et qui lui dit, c'est scandaleux, moi j'ai un candidat pour ce poste-là, et c'est hors de question que le candidat de la favorite puisse avoir la fonction. Et Farrell convoque Perón, ça se passe assez mal, Ábalos menace de faire un coup d'état militaire, il sort du Campo de Mayo. Campo de Mayo, c'est un important camp militaire qui se trouve dans la banlieue de Buenos Aires. Oui, il y avait une unité qui était conduite, la fameuse première division, qui était en général ce qui faisait le coup d'État. Alors il marche, vous savez, c'est classique, il marche vers le palais présidentiel, c'est le classique du coup d'État. Et Farrell prend peur et annule tout, et sous la pression de ce général et de ses amis, demande la démission de Perón. Et c'est là où on voit un petit peu, c'est le paradoxe de cet homme qui est on le verra plus tard quand il y aura le coup d'État de 55 contre lui. Cet homme-là n'a jamais voulu faire couler le sang. Il est peut-être velléitaire, alors que sa future femme, elle, c'est elle qui porte le pantalon, si vous me permettez l'expression. Et il va céder. Il va céder avec une arrière-pensée, c'est que ses amis du GOU, le GOU, vont s'occuper de lui. Et il se laisse emmener dans l'île de Martín García, qui est un îlot qui se trouve dans l'estuaire des Rio de la Plata, tout près de l'endroit où se jette le Paraná. Et il va moisir là quelques jours, où il sera très bien traité, et effectivement, ses amis du GOU vont s'occuper de lui, ils vont l'exfiltrer vers un hôpital militaire, et la centrale syndicale CGT va mobiliser la population. Et là, Eva, elle est tétanisée. Elle va bien essayer de faire quelque chose à la radio. Il y a un incident qui la traumatise, c'est qu'elle est reconnue dans la rue parce qu'elle était déjà célèbre. Elle manque d'être lynchée. Et elle manque d'être lynchée par des jeunes bourgeois, parce qu'à l'époque, il faut savoir quand même que là, j'ai pas tout en tête, mais enfin, on la traitait de jument, de jeune pouliche, de putain et de saltimbanque. Vous voyez, passez-moi l'expression, putain. Voilà une histoire qui courait sur elle, la malheureuse. Voilà l'histoire qu'on disait d'elle. Eva Perón est dans un ascenseur avec un vieux monsieur qui était général, en retraite. Et le groom dit « putain ». Et alors Eva est interloquée, et le vieux monsieur Trading se tourne vers la dame et lui dit « oh, vous savez, ça fait 10 ans que je ne suis plus dans l'armée, mais on continue de m'appeler général ». Bon, voilà le type d'histoire, si vous voulez, odieuse qui circulait sur cette femme, issue de rien, et donc elle ne pouvait, étant issue de rien, n'étant rien, elle ne pouvait pas accéder aux honneurs. Donc la bourgeoisie, si vous voulez, s'étranglait de rage de voir cette personne qui prenait une importance considérable. Le renversement de situation s'opère le fameux 17 octobre 1945, 45, tout à fait. que l'on continue de célébrer chaque année, parce que c'est la journée de la lealtad, la loyauté. Là, c'est l'émergence du péronisme. Et Perón
apparaît au balcon de la Casa Rosada à côté d'un président Farrell tout penaud. Évidemment, il y a des foules innombrables. C'est là où on peut voir une similitude avec les réunions publiques du Duce. Et Perón, donc, à partir de ce moment-là, devient incontournable. Donc, ensuite, il y a le mariage d'Eva. C'est en deux temps qu'apparaît cette expression des descamisados. Alors, les descamisados, à l'origine, on pouvait penser que c'est comme les sans-culottes, si vous voulez. Bon, le descamisados, c'est pas du tout celui qui serait pauvre au point de ne pas avoir de chemise. C'est tout simplement parce que le 17 octobre, il faisait horriblement chaud et qu'à l'époque, la Plaza de Mai, il y avait des bassins et il y a des candélabres, ils sont toujours là, et des palmiers, ils sont toujours là, mais les bassins ont disparu et les gens, les femmes relevaient un petit peu leur robe et trempaient leurs pieds, et les hommes, eux, tombaient carrément la veste ou la chemise. Et c'est pour ça qu'on les a appelés les sans-chemise. Et c'est à partir de ce moment-là, c'est le jour fondateur, si vous voulez, de la geste péroniste. Voilà. Alors, ils se marient à la fin de l'année, en deux temps, mariage civil, mariage religieux, et il y a la première candidature de Perón à la présidentielle, et il ramasse le morceau par 52% des voix. Vous voyez, c'était quand même, le jeu était ouvert. Il y a des élections ils ont mis en place un parti qu'ils appelaient Laborista, le parti travailliste. Voilà. Bon, et donc, avec une campagne très médiatique, avec des outils de communication. À partir du moment où Perón devient rodé, président, sa femme est la première dame d'Argentine, et elle va avoir un bureau, bien entendu, au ministère du Travail. Et ce qui va, alors lui, Perón réalise une législation sociale importante. Dans tous les domaines social, j'insiste, donc c'est-à-dire réglementation de la durée du travail, les congés payés, le 13e mois, etc., etc., etc. Bon, c'est à cette époque-là où il y a sur le plan international, il y a les menées d'un ambassadeur américain encombrant, Spree Broden, qui accuse notamment, qui se prive pas pour accuser l'État argentin d'être un affreux État fasciste. Oui, alors mais là, dans le contexte de la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est clair que les États-Unis ne voient pas d'un bon œil l'émergence de ce type d'État qui est particulièrement rebelle dans ce qu'ils considèrent comme étant leur chasse gardée. Bon, ce qu'ils peuvent tolérer d'un Trujillo, qui d'après tout n'est président qu'un petit pays, la République dominicaine, qui fait à l'époque à peine 3 millions d'habitants, ils peuvent difficilement la mettre d'un pays qui fait entre 15 et 20 millions. Bon, donc il y a tout un tas de manigances à l'occasion de cette campagne présidentielle. Il finance nazi aussi, je crois. Oui, alors bon, si vous voulez, on peut parler de ça. Bon, c'est vrai que alors là, il y a eu des accusations de sympathie nazie qui ont circulé sur le couple Perón. Pourquoi parce que effectivement, il y a énormément de caciques du régime allemand ou Ante Pavelić de Croatie et d'ailleurs qui sont venus Skorzeny qui sont venus se réfugier, qui sont venus se conseiller de l'armée de l'air, Galland, tout à fait, le général Galland, qui sont venus se réfugier en Argentine et qui ont pu pour certains terminer une vie paisible. Là, on les a accusés effectivement de sympathie néo-nazie. Mais on peut même en parallèle, par contre, on va pouvoir dire que l'Argentine a été le premier pays d'Amérique du Sud à reconnaître l'État d'Israël et que Evita Perón a reçu Golda Meir à Buenos Aires. Donc, si vous voulez, il y a un balancement, il y a effectivement peut-être une sympathie idéologique ou tout simplement le désir de rendre service à des proscrits. Il y a énormément d'ex-collabos français qui ont refait leur vie en Argentine. Bon, vous avez quand même un personnage très célèbre qui est un écrivain extraordinaire, qui s'appelle Saint-Loup, qui a été colonel dans l'armée argentine et qui a été instructeur des troupes de montagne parce que lui-même était un ancien pour gravir quelques sommets d'ailleurs, je crois. Je voudrais dire quand même une chose, que jusqu'en 1960, quand il commence toute l'histoire Eichmann, etc., avant, il y a beaucoup des nazis ou de fascistes qui soutiennent Israël en le voyant comme un pays social national. C'est après qu'il y a la déchirure complète. Donc, une chose n'empêche pas l'autre. Oui, non, mais il y a eu aussi, de même qu'il y a eu aussi objectivement des anciens nazis qui sont partis au Caire pour donner un petit coup de main à Nasser. En Syrie, voilà. Donc, bon, voilà. C'est vrai. Non, mais la droite, d'ailleurs, on peut dire que la droite française s'est déchirée sur le sujet. Beaucoup moins aujourd'hui. Toute à gauche se sont déchirés sur le sujet. Se sont déchirés sur le sujet. Beaucoup moins aujourd'hui, parce que l'État d'Israël a changé de nature. Mais à l'époque, quand l'État d'Israël naît, bon, c'est une patrie frémissante. Il y a quelque chose dans
d'enthousiasme. C'est le paysan, c'est le kibbutzing. Oui, c'est le kibbutzing, voilà, c'est ça. Il y a un côté national communautaire, il y a le soldat paysan, ce qui est une chose toute nouvelle chez le juif. Et donc, ça suscite de la sympathie. Et n'oublions pas, par exemple, que les Israéliens commettent des attentats terroristes contre les Anglais. Bien sûr. Et je pense que les gens qui sont battus contre les Anglais ne sont pas très mécontents de ça. Voilà, c'est en partant du principe que les ennemis de mes ennemis peuvent être mes amis. Donc, politique sociale au niveau officiel, et elle crée sa célèbre fondation qui va la rendre célèbre. Alors, cette fondation, évidemment, c'est pas de l'argent qui sort de sa poche, mais elle crée cette fondation pour faire la charité aux pauvres, l'organiser, mais à un niveau incroyable. De masse, quelque chose d'énorme, de colossal, et tout simplement, elle va instituer auprès des entreprises une sorte de raquette. C'est-à-dire, donne-moi des sous pour ma fondation, sans ça tu auras des ennuis. Et dans un second temps, le Parlement argentin, où le parti péroniste est majoritaire, va voter des subventions pour sa fondation par l'intermédiaire des 3 ministères clés, santé, travail, éducation, les 3 domaines où elle va exceller. Et puis, il y aura aussi 3% qui seront prélevés sur les paris, sur les courses notamment, ce qui est un gros pactole. Alors, de tout cet argent, elle va en faire quoi? Elle va non pas s'acheter des toilettes avec, parce que ça on l'a assez accusé, on le lui a offert. Mais elle va transformer ça en une caverne d'Ali Baba où tous ceux qui viennent lui réclamer quelque chose, alors on fait la queue à la fondation tous les jours. Evita s'oblige à recevoir pendant quelques heures les gens les plus humbles qui ont un message, qui demandent qui un jouet, qui un job, qui un costume, qui un appartement, qui ceci, cela, et elle s'efforce de rendre service aux uns et aux autres. Et donc ce sont des cadeaux, bien sûr, et elle traverse tout le pays aussi, elle va du nord au sud, d'est en ouest, et elle pratique exactement cette même méthode, et c'est un bourreau de travail pour ceux qui l'accompagnent. Et oui, vous racontez une journée type d'Evita dans votre livre, oui. C'est impressionnant. Voilà. Bon, elle se lève aux aurores, elle ne mange rien. Elle est en flux tendu toute la journée, en permanence. Et elle se consume pratiquement. Oui, et on peut peut-être... alors, la question peut se poser, est-ce que déjà, parce qu'elle a eu des alertes, elle a été hospitalisée et elle a subi des transfusions, elle refuse ce que les spécialistes pourtant réclament d'elle. Elle refuse d'être opérée. Elle veut pas et elle refuse les radiothérapies. Oui, elle s'importe violemment contre ses médecins. Et ça, c'est peut-être une erreur qu'elle commet parce que peut-être que à l'époque la radiothérapie aurait retardé le mal et l'aurait prolongé de plusieurs années. Elle refuse. Et en tout cas, effectivement, vous avez utilisé l'expression, elle se consume comme une chandelle. Elle s'use littéralement. Et si elle brille par ses toilettes, d'abord, c'est une revanche pour elle. Bon, elle est évidemment, elle va faire... se comprendre psychologiquement, quand on voit ce qu'elle a vécu. Bien sûr. Bon, c'est une réaction. On peut s'engosser, notamment les fans de la belle société argentine et de Buenos Aires, mais quand vraiment on voit son équation personnelle, on peut comprendre tout à fait ce type de réaction. Donc, elle suscite énormément de jalousie et de haine. C'est très clair. Donc j'ai raconté tout à l'heure une petite histoire qui court sur elle. Bon, mais il y en a énormément d'autres qu'il est inutile de raconter pour nos amis. Oui, la haine, on va s'en apercevoir. Elle sera post-mortem même. Nous n'en sommes pas encore tout à fait là, et il va y avoir un fabuleux voyage en Europe en 1947, une spectaculaire tournée, un avion aménagé, je crois. Un avion aménagé, etc. Ouais. Bon, c'est un succès en Espagne, c'est un succès au Portugal, ça se passe bien en Italie, avec le pape, bon, c'est le service minimum, encore qu'il lui offre un chapelet, etc. Bon, donc chapelet qu'elle aura d'ailleurs dans son cercueil. Et par contre, ça se passe mal en Angleterre et très mal en Suisse. Bien. Notamment, il y a une anecdote amusante pour montrer le trait de caractère et même le sens de l'humour de cette femme. La reine d'Angleterre consent à revenir, je crois, de son château de Balmoral, où elle était en Écosse, ou de Windsor, je sais plus lequel de ses résidences royales. Elle condescend à revenir pour boire le thé avec Madame Perronne. Et Evita dit avec humour, je n'ai pas fait des milliers de kilomètres pour boire une tasse de maté. Bon, allusion au thé et au maté, boisson nationale argentine. Donc elle revient. Alors en Espagne, ça s'est très bien passé parce que il y a quand même
une certaine convergence idéologique, encore que. Et puis l'Espagne est surtout intéressée par une aide économique et alimentaire. Comme les autres pays d'Europe à l'époque d'ailleurs. En France, ça s'est très très bien passé. Et même d'ailleurs pendant la guerre, on l'a pas dit tout à l'heure, mais pendant la guerre, l'Argentine, a trouvé quand même son compte en fournissant de la viande, du cuir. Bien sûr, entre autres, les trois éléments principaux. La viande, le cuir et la laine. Bon, la laine, voilà. Et même sa fondation a versé des sommes, tout à l'heure on l'a évoqué, à l'État d'Israël lors de sa fondation. Bon, donc elle prend la direction de la section des femmes du Parti péroniste, qui quadrille le pays, et l'une de ses premières victoires, c'est que le droit de vote des femmes est enfin accordé à l'occasion de la deuxième candidature du président Perón. Et là, il s'est passé, juste avant cette élection, un événement qui l'a marqué, le 22 août, je crois, 1951, si je ne me trompe pas. Le droit de vote des femmes, c'est en septembre 47. Oui, mais là, je fais allusion à un grand meeting avant la deuxième, si vous voulez, avant le deuxième mandat de Perón. Il y a un grand meeting sur l'avenue de Julio, là, qui coupe Buenos Aires en deux du nord au sud, et on appelle ça les Champs-Élysées de Buenos Aires. Hein. Faut dire que c'est très large. Je pense que c'est peut-être plus large que les Champs-Élysées. C'est peut-être un petit peu moins élégant, encore que les Champs-Élysées d'aujourd'hui, c'est plus que c'était hier. Donc toujours est-il que là, il y a une immense masse de personnes qui sont rassemblées et la foule réclame Evita. Elle n'est pas là à la tribune. Le secrétaire général de la CGT fait savoir qu'elle est toute proche là dans un ministère. Elle consent enfin à venir et la foule réclame qu'elle soit vice-présidente. Tout le monde sollicite qu'elle soit candidate à la vice-présidence aux côtés de son mari. Et sous la pression de l'armée, son mari va refuser. Il va refuser parce que certains militaires lui ont dit qu'ils n'accepteraient pas qu'une ligne rouge à ne pas déplacer. Quoi. Pardon ? C'est la ligne rouge à ne pas dépasser. C'est la ligne rouge à ne pas déplacer parce qu'ils n'accepteraient pas qu'une femme puisse un jour être présidente. Or, c'est un mauvais calcul parce que ils étaient bien renseignés sur l'état de santé d'Eva et ils savaient pertinemment qu'elle ne pourrait pas survivre à son mari au terme de son mandat. Bon, enfin, peu importe. Toujours être une résurgence du vieux machisme argentin. Oui, en fait, on est dans l'ostentabilité. Oui, mais en Amérique du Sud, vous savez, en Amérique du Sud, ça passe plus tard, hélas pour les militaires, mais en tout cas, il faudra bien qu'ils acceptent d'avaler des couleuvres, notamment au Chili. Madame Bachelet sera présidente et ils auront même une ministre socialiste de la Défense. Bon, oui, Kirchner aussi plus tard. Voilà, bon, Madame Kirchner, etc. Bon, donc au Panama aussi, il y a eu une femme. Donc là, si vous voulez, elle est obligée de céder. Et c'est la mort dans l'âme qu'elle prononce un discours radiodiffusé en disant qu'elle ne peut pas accéder au désir de ses chers descamisados et ses... Avec son mari à ses côtés qui fait pression, là, d'après elle ne peut ce pas, qu'on raconte. Voilà. Bon, et elle en est mortifiée. Bon, par contre, plus tard, vous voyez, les choses évoluent. Il y aura la troisième épouse de Perón qui sera elle présidente, Isabelita. Voilà. Oui. Donc, et là. C'est vraiment le commencement de la fin. La maladie fait ses ravages, fait son œuvre, hélas. Et lors de l'inauguration du deuxième mandat de Juan Domingo Perón le 4 juin 1952. Elle, donc, 2 mois avant sa mort, elle tient absolument à assister à la revue des troupes, à la cérémonie de prestation de serment au Congrès, et donc elle se rend de la Casa Rosada au Palais du Congrès en voiture découverte à ses côtés, et on a confectionné spécialement pour elle, parce que la maladie a fait des ravages terribles, elle est sous morphine, on lui a confectionné un corset et qui la maintient, alors c'est le manteau de fourrure qui camoufle tout ça, qui la maintient... il paraît qu'elle était à 33 kilos, je crois. À 33 kilos, vous avez raison. Voilà, oui, c'est effrayant. 33 kilos, c'est effrayant. Bon, et elle tiendra le coup jusqu'au début de l'après-midi, et après un chauffeur la ramène en urgence au palais Unzué où elle habitait, qui est une maison dans les beaux quartiers, dans le quartier du cimetière de la Recoleta d'ailleurs, Palermo, la Recoleta, un beau coin, c'est le 16e de Buenos Aires, et ce palais Unzué d'ailleurs n'existe plus, c'était une architecture européenne, il n'existe plus, il a été remplacé par un avant d'ailleurs, on avait une photo bouleversante où on la voit lever les bras. Voilà, il y a le dernier Juan Perón qui lui tient la taille. Le dernier discours qu'elle tient, cadavérique. Oui,
le dernier voilà, tout à fait. Le dernier discours qu'elle prononce, c'est le 1er mai, juste avant la cérémonie d'investiture. C'est sa dernière apparition publique où elle prend la parole. Et elle s'effondre en larmes dans les bras de son mari parce qu'elle sait que les jours lui sont comptés, malheureusement. Et donc après, si vous voulez, la maladie va faire son œuvre très rapidement. Et en fin de compte, elle décède au mois de juillet. 26 juillet. 26 juillet, en fin de journée. Ouais. Et alors là, vous allez avoir, évidemment, un choc dans toute la population argentine, pendant que certains vont faire sauter les bouchons de champagne dans les beaux quartiers. Évidemment, c'est l'effondrement parmi le petit peuple. Et il y aura, exposition du corps, le corps est embaumé, exposition du corps au ministère du Travail pendant plusieurs jours, pendant une semaine. Après, une cérémonie officielle au Palais du Congrès, les obsèques solennelles par elles-mêmes. D'ailleurs, quand on visite le musée d'Evita à Buenos Aires, on est tout de suite plongé dans l'ambiance. La première pièce est toute drapée de noir, et sur des écrans frontaux et latéraux, on assiste au cortège funèbre. Alors là, vous voyez, vous débutez la visite de la vie d'Evita par son décès. Il faut reconnaître que c'est grandiose. C'est quelque chose de colossal. Perón lui-même n'a pas eu des obsèques pareilles. Bon, tout le monde est en larmes. Il y a à peu près, on estime à 3 millions de personnes, le nombre de personnes qui sont venues assister aux obsèques. Des milliers de militaires aussi dans les rues. Et les militaires aussi. Bon, alors voilà, les militaires là, ils sont en garde à vous, mais là c'est leur fonction qui veut ça, même si certains n'en pensent pas moins. Et donc, j'ai parlé tout à l'heure de haine récurrente des possédants et de ceux qui travaillaient pour eux. On va voir qu'on va s'acharner sur son corps une fois morte, parce que ceux qui vont renverser Perón, l'histoire de sa dépouille, c'est vraiment une histoire complètement folle. On va accélérer le mouvement. On va accélérer le mouvement, peut-être. Oui. Si je suis trop long, vous me le direz. Je suis un intarissable bavard, c'est ma femme qui le dit. Le général Perón, après la disparition de son épouse, il a plus la main. Voilà. Ce Pygmalion n'a plus sa muse, il perd la main, il se disperse, il se distrait avec des jeunes filles. Vous dites dans votre livre qu'une des erreurs du régime de Perón aurait été de négliger une classe sociale qui avait commencé à faire son ascension dès les années 20-30, une petite bourgeoisie qui avait fait fortune dans l'industrie. Donc on fait de compte, voilà. La classe moyenne émergente. Elle a été négligée par Perón, et elle a été négligée. Evita ne s'en est absolument pas occupé. C'est-à-dire que la classe moyenne, il y avait déjà une petite classe moyenne intermédiaire, petits employés, fonctionnaires, etc. Et puis la politique de Perón, elle a fait que des gens sont sortis, si vous voulez, de la misère pour devenir des gens à part entière de cette classe moyenne. Et les militaires qui vont renverser Perón en septembre 1955 vont trouver là une clientèle, si vous voulez. Donc Perón perd la main. Il y a une première alerte. Le général Lucero, qui est son ami, qui est ministre de la Défense, lui dit attention, ça grenouille dans les rangs de l'armée, et il en tient pas compte. Et là, il y a le déclenchement je crois à la mi-septembre 1955, il y a le déclenchement du putsch. Alors il y a déjà une première garnison à Cordoba qui se soulève, qui refuse l'autorité de Perón, et il y a la marine commandée par l'amiral Rojas qui prend les éléments sont toujours là, qui prend la mer. Alors là, la flotte argentine, c'est important à l'époque, c'est 5000 hommes, c'est une flotte de haute mer, avec notamment l'Antiquité, le Belgrano, qui sera coulé par les Britanniques lors de la guerre des Malouines. Mais bon, si vous voulez, ce sont des vaisseaux de haute ligne, des croiseurs, des cuirassés, etc. Bon, c'est quelque chose d'important. Et la démonstration de la marine, ça va être des tirs d'artillerie sur Mar del Plata, etc. Bon, quelques dépôts de carburant qui sont atteints sur la côte depuis la mer. Et évidemment, c'est l'aéronavale aussi qui s'en mêle. Bon, bombardement de palais, etc. Et Perón va céder. Ne veut pas faire couler le sang, il accepte de fuir, et il va se réfugier au tennis club, puis de là il va passer à l'ambassade du Paraguay, et l'ambassadeur du Paraguay, compte tenu d'accords entre l'Argentine et le Paraguay, assurant, si vous voulez, en quelque sorte l'habeas corpus, je trouve pas autre chose pour le dire, de leur président réciproquement, respectif, ils veulent l'exfiltrer sur une vieille canonnière, une vieille ferraille de la marine paraguayenne. Tout à fait, il y en avait
une. Il y a surtout beaucoup plus d'amiraux que de bateaux. Mais enfin bon, ça c'est une caractéristique amusante. Vous savez, une parenthèse. Vous savez qu'il existe une marine bolivienne. Tout à fait. Sur le lac Titicaca et sur les... Avec la nostalgie de la façade maritime qu'ils ont perdue à la fin du XIXe siècle, à la guerre du Pacifique. Non, mais c'est très sérieux. Il y a une marine bolivienne sur le lac Titicaca et sur les fleuves qui sont les fleuves amazoniens, puisqu'il y a une partie de la Bolivie qui est... Bon, revenons en Argentine. Tout à fait. Ne nous dispersons pas. Donc le général Perón, lui, est exfiltré sur cette fameuse canonnière et il y a un hydravion Catalina du Paraguay qui viendra se poser sur les eaux du Rio de la Plata et qui l'emmènera en exil à Asunción. Et de là, évidemment, alors ce sera le Panama, le Venezuela, la République dominicaine, etc., jusqu'à son installation à Madrid, où le général Franco lui accordera l'asile. Il va s'y marier avec Isabelita, une danseuse classique, parce que les mauvaises langues ont dit aussi que c'était une danseuse de tripot, mais non, c'était une danseuse classique, Isabelita, qui va devenir sa troisième épouse et qui sera, elle, vice-présidente lors de son retour et qui deviendra présidente lors de son décès. D'accord, Jean-Claude. Gabriele, de ton côté, peux-tu nous donner un petit peu ton appréciation de ce règne des époux Perón et un petit peu de l'expérience quand même singulière qui a été celle de l'Argentine durant cette période? Oui. Quel est le regard que tu portes un petit peu, toi, sur cette période? Déjà, regardons partons du regard de l'époque. Oui. C'est plus, parce que c'est plus, peut-être plus approprié. Alors, déjà, notre groupe terza posizione prend le nom de Perón, parce que tercera position, c'est une, donc créé en 76, je crois, si je me souviens bien. Oui. Voilà. Mais tercera position, c'était déjà un discours, que Perón avait lancé, pour l'ajustement entre le russe et les américains. À l'époque, ça faisait partie de vos classiques un petit peu, vous étudiez? Ça faisait pas, non. Pas de vos classiques, mais en fait, vous connaissiez cette expérience. Oui, absolument. C'était, bon, je vais encore un petit peu plus, en arrière. En 73, Perón rentre en Argentine. Et je m'en souviens qu'en 74 encore, nous avons été, sa position n'existait pas encore, mais moi j'étais avec d'autres personnes devant l'ambassade d'Argentine à Rome, quand il y avait Isabel Perón à Rome. Donc nous soutenions, si tu veux, énormément cette nuance qui était pour nous à la fois révolutionnaire et anticonformiste en Argentine. Après, bon, Isabel Perón s'est fait avoir carrément par López Rega et toute la clique de généraux. Mais enfin, on parle de trucs. López Rega, c'est un charlatan. Un charlatan lié en plus d'une manière particulière à la loge PD en Italie. Enfin, de gens. Des conditions internationales à ce niveau-là. Ils se sont fait renverser après par la droite militaire, Videla, etc. Donc ça change énormément, ça change le cadre. Alors, bien sûr, nous regardions à l'époque l'Argentine comme l'exemple argentin comme un des rares exemples de l'après-guerre qui pouvait donner une possibilité de sortie et une possibilité d'évolution pour l'Europe et pour la planète. Bon, il n'y avait pas que l'Argentine, justement, on avait parlé avant de l'Égypte de Nasser. Nasser n'était plus là quand nous avons commencé, mais l'Égypte de Nasser était aussi un des autres affaires dans cette logique. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, il était très forte la mouvance de pays non alignés. Les pays non alignés, bon, c'était des pays qui jouaient un petit peu entre les deux cadres, entre le russe et les américains, mais bon, il y avait beaucoup de choses là-dedans, parce qu'il y avait Tite en Yougoslavie qui essayait de mettre quand même une bonne partie de la main dessus. Il n'était évidemment pas pro-russe, contrairement à ce qu'on puisse penser, peut-être plutôt plus pro-anglais. Il y avait les Indonésiens de Sukarno, il y avait les Indiens de Nehru. Voilà, donc. Bon, mais bon, l'hypothèse de la troisième voie, la troisième position au niveau international, colorée d'une certaine manière, venait carrément par Perón, et qu'il annonçait, qu'il avait continué d'annoncer. Il ne faut pas oublier que Perón, par exemple, ça c'est une chose qu'on néglige toujours, mais bon, Perón, quand Perón était à Madrid, Che Guevara, avec ses grandes idées toujours foirées, mais bon, ses grandes idées révolutionnaires un petit peu par tout le monde, il allait voir régulièrement Perón sous
si l'on veut, avec l'accord réel, pas officiel, mais carrément réel de Franco, parce qu'en plus ils avaient eu des contacts avec même de gens du gouvernement, et que c'est Perón qui a donné à Che Guevara la plupart des contacts internationaux, surtout dans le monde arabe, que c'est Perón qui a soutenu officiellement Che Guevara avant sa mort et qui l'a soutenu même quand il est mort. Donc on parle d'un truc qui est très très particulier. D'accord. Merci Gabriele. Nous allons profiter maintenant pour faire notre traditionnelle pause musicale avec un morceau d'ailleurs qui scelle un petit peu les liens traditionnels entre l'Italie et l'Argentine. C'est un morceau du groupe culte, désormais culte bien sûr, Zeta Zero Alpha, Buenos Aires. Quello che è successo tutto il mondo l'ha capito. Usura del presente, oggi unico partito. Tutti hanno visto ma nessuno dice niente. Il Fondo monetario sta uccidendo la mia gente. Sue danze, Buenos Aires, dove bruciano speranze, Buenos Aires, il ricatto dello stesso assassino, Buenos Aires, il mio sangue come te e brucia insieme a te. Tutto era calcolato. Un giorno all'improvviso sono crollato in borsa in stato. Non si mangia più ma non si mangia veramente. Il Fondo monetario sta uccidendo la mia gente. Buenos Aires, il potere e le sue danze. Buenos Aires, dove bruciano speranze. Buenos Aires, il ricatto dello stesso assassino. Buenos Aires, il mio sangue come te e brucia insieme a te. Sono l'unica moneta. Progresso accelerato e l'implosione del pianeta. Livellano le idee e avvelenano la mente. Il Fondo monetario sta uccidendo la mia gente. Il potere e le sue danze. Buenos Aires, dove bruciano speranze. Buenos Aires, il ricatto dello stesso assassino. Buenos Aires, il mio sangue come te e brucia insieme a te. Insieme a te.
Bien, de retour de Buenos Aires, nous allons reprendre un petit peu le cours de notre récit. Alors justement, après la déposition et l'exil de Juan Perón, est-ce qu'on a encore des formes de résistance de péronistes purs et durs, notamment dans les franges de la jeunesse? Je crois savoir que à la fin des années 60, en 1969, il y a une insurrection de ce qu'on appelle les évitistes, et qui vont former une certaine jeunesse péroniste qui va se radicaliser en formant un mouvement que l'histoire va retenir sous le nom de Montoneros, qui entreprennent des actions violentes, actions de lutte armée, ainsi que des attentats, des enlèvements. Quel est votre sentiment sur ce phénomène Montoneros, donc qui apparaît à la fin des années 60, Gabriel et Jean-Claude? Gabriel? Oui, bon, sur les Montoneros, c'est une question compliquée dans le sens que nous avons connu les Montoneros en Italie. Alors, ils étaient, grosso modo, comment dirais-je, persécutés, surtout par Massera, qui était l'amiral donc très, très à droite, très pro-américaine, etc. Et en fait, il faut comprendre que le phénomène est assez complexe, dans le sens où les Montoneros étaient, de façon originaire, étaient des nationalistes de gauche. Et donc, là, peut-être faut expliquer un tout petit peu la particularité de la gauche en Amérique latine, mais je le ferai dans 2 secondes. Donc, étaient des nationalistes de gauche. Qui avait été à un certain moment infiltré, si l'on veut, en fait, qui avait été fait une alliance après le coup d'État militaire de 74 avec l'ERP, qui s'appelle l'armée des révolutionnaires du peuple, qui était trotskiste. Oui. Et en fait, les deux mélangés avaient des contacts à niveau international et des soutiens internationaux par l'international socialiste, alors que la plupart de péronistes à l'époque participaient à l'international démocrate chrétienne. En fait, les Montoneros étaient à l'époque les seuls qui faisaient la lutte, qui essayaient de résister contre le régime argentin, qui était un régime très pro-américain, mais qui avait aussi de très bonnes relations avec les Russes et qui avait, entre autres, sauvegardé le Parti communiste argentin. Et donc, d'ailleurs, un parti communiste qui a joué un rôle de soutien aux oligarchies régnantes et dirigeantes durant l'époque péroniste notamment. Ils se sont violemment opposés, n'est-ce pas Jean-Claude, je crois, au régime péroniste, ainsi que les socialistes d'ailleurs, montrant déjà que ils trahissaient le peuple, que la classe ouvrière, qui n'était qu'une clientèle captive quelque part, et ralliant en quelque sorte le système dominant. Je l'ai dit tout à l'heure que effectivement l'avantage du péronisme, c'était d'avoir un petit peu évacué la menace communiste en Argentine. Et ça c'est vrai. Ceci étant dit, le communisme n'avait pas pour autant totalement disparu, c'était pas éradiqué. Et on a vu effectivement, c'est peut-être pas exceptionnel à l'Argentine, que les communistes ont soutenu lors des campagnes du Perón aux élections présidentielles, les communistes ont soutenu ses adversaires. Ce qui est quand même un paradoxe. Alors, un paradoxe, oui et non, parce que c'est d'abord les intérêts du parti ou de l'international communiste qui passait avant. Parce qu'il disait que pour faire la révolution prolétaire, il fallait d'abord faire la révolution bourgeoise. Ouais, donc, contre les fondistes, il faut appuyer Perón en tant que bourgeois pour pouvoir faire après la révolution prolétaire. C'est une classe moyenne émergente. C'est ridicule quand même. Alors vous avez parlé des Montoneros. Il y a eu un soulèvement. Quand Perón a été renversé, il y a eu un baroud d'honneur qui a été fait par 200 péronistes à peu près, et qui ont été écrabouillés. Oui, dans le local de la CGT, je crois. Tout à fait, dans le local. Oui, ils ont résisté jusqu'au bout et. Une vingtaine de survivants, je crois. Il y a eu très peu de survivants. Ça c'est parce qu'il y a eu très peu de résistance. En fait, c'est le paradoxe. Il y a une espèce de l'armée intervient brutalement en 55. Perón s'enfuit et il n'y a pas cette mobilisation populaire qu'on aurait pu, à laquelle on aurait pu s'attendre. Il est vrai que si Evita, toujours réécrire l'histoire, c'est difficile, mais si Evita Perón avait vécu, je pense que ça ne se serait pas passé. D'ailleurs, à l'époque, elle avait cherché à se procurer des armes auprès du prince Bernard des Pays-Bas. Oui, le prince Bernard des Pays-Bas, qui est un grand trafiquant parmi les trafiquants, qui déjà cherchait à vendre des pistolets mitrailleurs et des fusils à l'Argentine. Il n'est pas certain que les militaires, même les péronistes, aient vu d'un très bon œil que des milices ouvrières puissent être armées. Ça, en général, les militaires n'aiment pas ça parce qu'ils veulent avoir l'exclusivité de l'utilisation
l'utilisation des armes. Mais ça ne s'est pas fait. Et il n'y a pas eu de résistance populaire au soulèvement des officiers. Sauf, je dis, ce baroud d'honneur. Oui. C'est vrai que pour revenir à ce phénomène des Montoneros, c'est quand même assez complexe. On se rappelle que lorsque Perón revient en Argentine en 1973, sur le trajet à l'aéroport, il y a un attentat contre lui qui est monté par, soi-disant, des péronistes de droite. Comment ça se passe? Gabriel, peut-être... Je connais quelqu'un qui était de l'autre côté. Oui. Donc, c'est pas tout à fait ceci. Alors, c'est que, si l'on veut, les différentes composantes péronistes voulaient, attendaient Perón à l'aéroport. La gauche péroniste a essayé de prendre la place pour pouvoir être elle qui accueillait Perón, et les autres, toutes les autres composantes, y compris la composante la plus proche, par exemple, à ma sensibilité, oui, à attaquer la gauche. Donc ils sont tirés dessus, il y a eu fusillade, etc. Et les Montoneros ont perdu la bataille, et donc ils n'ont pas pu accueillir eux-mêmes Perón. Et c'était pas un attentat contre Perón, c'était... Oui, j'ai pas dit que c'était contre Perón, mais il y a eu à l'occasion du retour de Perón, voilà. Alors justement, pendant la période militaire, comment se passe un petit peu quel est l'état des forces péronistes? Y a-t-il des velléités de résistance? Bon, il y a une très forte répression, qu'il faut aujourd'hui les choux gras de la presse du système, et bien sûr, de la diabolisation de cette période, les fameuses folles de mai, etc. Que peut-on dire un petit peu de cette période militaire et des reliquats de certaines formes de péronisme, des reliquats problématiques, je pense, dans cette période? Gabriel ou Jean-Claude? Oui, vous avez eu, il y a une négociation qui a été organisée par l'un des derniers généraux, le général Lanusse, qui a négocié avec les péronistes pour faciliter déjà la translation du corps d'Evita du fameux cimetière de Milan jusqu'à Madrid. C'est une première chose. Sa troisième épouse est revenue en Argentine. Il y a eu déjà des pré-négociations. Et puis, Lanusse est celui qui a permis, entre guillemets, le rétablissement de la démocratie traditionnelle, avec l'élection d'un président péroniste, Cámpora. Et Cámpora s'est effacé pour laisser la place à son patron, donc le général Perón, qui n'est resté au pouvoir que même pas une année. Et c'est sa femme, donc sa troisième épouse, Isabelita, qui lui a succédé, et elle a été renversée par le général... Elle a été élue. Voilà. Elle a été élue, bien sûr. Non, elle a été élue. Elle a été élue sur le ticket. Elle a été élue sur le ticket. Voilà, en tant que vice-présidente, quand son mari a décédé, quand le président décède, c'est le vice-président qui monte et qui devient... Elle a réussi à obtenir le poste qu'Evita n'a jamais pu avoir. Absolument, voilà. Absolument. Paradoxalement, d'ailleurs. Oui, voilà. Et alors, le général Videla, c'est amusant en français. Videla, il a renversé Madame Perón. Bon, et c'est là où débute la dictature militaire qui va durer jusqu'à la guerre des Malouines. La guerre des Malouines sera le tombeau du régime des militaires. Le général, le calamiteux Leopoldo Galtieri. Oui, très curieusement d'ailleurs, c'est l'aventure militaire des colonels grecs qui va se terminer en fiasco à Chypre, et l'aventure des généraux argentins va se terminer en fiasco aux Malouines. Alors je fais une comparaison, mais idéologiquement, très franchement, j'avoue franchement que je ne comprends pas la nature ou la raison d'être d'un régime pareil. C'est une dictature militaire qui n'a même pas d'idéologie, si vous voulez. C'est simplement du maintien de l'ordre pour du maintien de l'ordre, et dans des conditions quand même objectivement assez barbares, à côté desquelles le président Ben Ali, dans sa répression, passerait pour un enfant de cœur. Même Pinochet peut-être. Même Pinochet, bien sûr. Non, attendez, écoutez, alors aucune comparaison. Bon, d'abord, Pinochet a réussi ce que les généraux argentins n'ont pas réussi. Il a réussi à faire décoller l'économie chilienne, à faire du Chili un pays moderne. Bon, malheureusement, les généraux argentins, malheureusement pour eux ou pour l'Argentine, ils n'ont pas réussi grand-chose. Et en plus, ils ont précipité pour se sauver eux-mêmes, ils ont précipité leur pays dans une aventure guerrière. Oui, ça fait penser à Saakashvili en Géorgie. Absolument. Mais vous avez raison de faire cette similitude. Voilà, ouais. C'est toujours la fuite en avant quand un régime est perdu. Ils cherchent un exutoire nationaliste. Surtout, ils ont sacrifié des milliers de jeunes gens. Absolument. Qui n'étaient pas entraînés, qui n'étaient pas préparés à la fois à affronter les rudesses du
climat des Malouines, et surtout l'entraînement des troupes professionnelles britanniques. Quoi, en plus, effectivement, si on peut détruire par la violence une organisation terroriste qui se bat les armes à la main, je suis désolé, on n'élimine pas des opposants politiques qui sont soupçonnés d'avoir une idéologie qui vous est contraire, mais qui n'ont pas commis d'actes barbares. Or là, il y a, si vous voulez, vous l'aviez dit, c'est sans commune mesure avec Pinochet. Bon, qu'est-ce qu'il a sur la conscience, le général Pinochet? Lui, d'abord, il a été victime de tentatives d'attentats. Ces hommes aussi ont été victimes d'attentats. Il y a une répression pure et simple. On élimine ceux qui veulent vous détruire. En revanche, des opposants politiques qui expriment simplement des idées ou qui professent une idéologie qui vous est contraire, on les élimine pas de la façon dont les militaires argentins se sont séparés de ces gens-là. Oui. Gabriele, tu voulais venir sur la gauche, justement, sur les particularités. Oui, je voulais dire, mais il faudra, je veux pas être mal compris. Hein. Oui. Bon. Alors, je dis simplement que en Amérique latine, je pense qu'il y a eu, en fait, à l'époque, et peut-être encore maintenant, mais à l'époque, il y avait un décalage par rapport à l'Europe, c'est-à-dire un décalage même historique. Donc, disons que le socialisme européen, à un certain moment, à cause de la Grande Guerre mondiale et à cause de la Révolution russe, si l'on veut, c'est divisé en plusieurs fleuves. Donc, il y a le communisme avec tous les autres communismes qui en sont sortis. Il y a le socialisme pur et le socialisme démocrate. Et il y a le fascisme qui, en bonne partie, et vient du socialisme. Moi, je dis que le fascisme a un père et une mère. Le père, c'est l'éthique, l'esprit guerrier et donc très d'une certaine manière des arditi, etc. Et la mère, c'est l'endroit où grosso modo il est né, donc surtout dans le clivage socialiste, qui est un clivage qui on peut faire remonter à la formation même de l'État italien, même en partie chez les Garibaldiens, etc. En Amérique latine, grosso modo, la situation était restée avant 1917. Donc, la gauche, sauf les intellectuels, sauf les classes oligarques, et la gauche était nationaliste, grosso modo. Et c'était très difficile de faire le clivage. Évidemment, il y avait des minorités très politisées, enfin très structurées. C'est du Parti communiste réellement, comment dirais-je, officiel, qui répondait à Moscou. Et les trotskistes, grosso modo, que d'une manière ou de l'autre répondaient de toute manière à Washington, du fait réel. Le reste était plus ou moins assez comment dire, du moule dans lequel il y avait beaucoup d'esprit quand même nationaliste et qui pouvait donner pouvait accoucher autre chose. C'était pas à la même époque, c'était pas la même gauche qu'on avait ici. Et donc, et encore à l'époque de Perón et tout de suite après, jusqu'au deuxième Perón, nous avons encore cette situation qu'on avait dit auparavant des pays non alignés et d'une hypothèse de troisième voie dans le monde, qui arrive à être démantelée par la force des choses, et non seulement par la force des choses, dans la deuxième moitié des années 70. Après, on a connu ce qui est arrivé après, avec toute la mondialisation, etc. Donc, on passe complètement de clivage. Voilà, autre chose. Tout à fait. Donc, le péronisme aujourd'hui, on pourrait parler du gaullisme sans De Gaulle. Est-ce qu'on peut parler du péronisme sans Perón? Je crois que c'est une étiquette aujourd'hui qui est incontournable en Argentine, de par tous ceux qui s'en réclament. Que pouvez-vous nous dire là-dessus, Jean-Claude? Avec les gouvernements démocratiques qui vont succéder à partir de 83 à 84 avec Raúl Alfonsín, je crois, oui, ça, au gouvernement militaire. Aujourd'hui, écoutez, il y a un mouvement péroniste assez composite. Il y a ce qui s'appelle le Front pour la Victoire, El Frente para la Victoria, qui était conduit par le président Kirchner, Néstor Kirchner, qui est décédé, et qui regroupait des partis de gauche et le parti justicialiste. Et puis il y a, un autre héritier, d'autres héritiers du péronisme, Carlos Menem, qui paradoxalement a été quand même président de la République président de la nation. En Argentine, on dit président de la nation. D'origine syrienne, je crois. Et d'origine, oui, syro-libanaise. Et cet homme-là a été président pendant 10 ans,
quand même, et il a fait paradoxalement une politique libérale, tout en se réclamant du péronisme. Bon, et Kirchner, qui est venu aux affaires, qui n'a été élu président de la nation qu'au deuxième tour, lui a fait plutôt une politique social-démocrate. Bon, sa femme lui a succédé. Alors vous avez à l'heure actuelle le Front pour la Victoire, qui comprend entre autres des partis de gauche et le parti justicialiste que je dirais historique, orthodoxe, qui utilise le logo qui figure sur mon livre. Vous avez fait une bonne phrygien avec les deux mains qui se serrent. Voilà. Et vous avez donc le parti de Menem qui s'appelle le Fréjuli, le Front justicialiste pour la libération. Qu'est-ce que vous avez avec il est associé avec un autre politicien qui s'appelle Rodriguez Saa, qui a été aussi président de la République de la Nation très peu de temps. Il y a un autre courant évitiste qui a été créé par Chiche Duhalde, qui est la femme de Duhalde, qui a été gouverneur de Buenos Aires et qui a été président aussi, lui, pendant très peu de temps. Parce qu'il faut savoir qu'en Argentine, quand même, c'est comme partout en Amérique latine, on a usé en 194 ans 79 chefs de l'État. C'est quand même une consommation assez importante. Je sais pas si vous voyez. Bon, le record, c'est la Bolivie, record absolu. Il y a des gens qui sont restés présidents 24 heures. Bon. Et puis, alors, vous avez en face de cette famille péroniste éclatée, vous avez donc l'Union civique radicale, qui est le courant radical traditionnel, le parti centriste, centre-gauche. Bon, et puis vous avez des formations régionalistes et autonomistes, parce que l'Argentine est un pays fédéral, faut ne pas l'oublier. Et puis il y a eu un petit parti qui a été créé par le colonel Aldo Rico. Voilà, justement, il y avait quelques reliquats de péronisme chez certains militaires. Là aussi, mais Saint-Daildin, je crois. Oui, Saint-Daildin Aldo Rico. Et Aldo Rico qui avait créé un parti qui s'appelait le Modi. Aldo Rico et Saint-Daildin, c'était leur spécialité, les carapintadas. Pourquoi ? Parce que c'était des officiers des commandos et les commandos se barbouillent le visage. Voilà. Et puis il y a alors un nouveau mouvement qui vient d'émerger, avec un leader libéral qui s'appelle El Señor Macri, qui est le maire de Buenos Aires, et parce que évidemment il est surtout président du club de football de la Boca. Alors bon, vous savez qu'en Argentine c'est une religion, le football. Il y a le tango, comme en Italie, il y a le football, et comme en Italie, oui, comme en Espagne, etc. Un petit peu moins en France maintenant, depuis la tragicomédie des footeux français. Alors bien avant cela, ou pseudo-français. Donc voilà, vous avez une famille éclatée. Donc si vous voulez, j'aurais tendance à dire que ça, je me répète, mais ça a la couleur du péronisme, ça peut avoir le goût du péronisme, mais c'est pas du péronisme quand même, parce que la condition peut-être la situation mondiale a changé, mais je pense il y en a certaines qui essaient de faire la figuration de ce sens-là, notamment Hilda de Walde. Oui, Chiche comme on l'appelle, ouais. Mais il y a, je pense, une clientèle politique pour ça, pas seulement en Argentine d'ailleurs. Simplement, il faut trouver l'exutoire. C'est extrêmement difficile de faire émerger en Europe. Je parle pas des États-Unis, parce que c'est une situation totalement différente, mais faire émerger en Europe ou dans certains pays d'Amérique latine comme l'Argentine, parce que j'ai tendance à dire que l'Argentine, en fait, c'est une nation européenne qui est exportée sur un autre continent, parce que il y a quand même des traits communs et frappants entre l'Italie, l'Espagne, la France et l'Argentine. Il y a quand même quelque chose. Et ce péronisme qui n'est pas exportable parce que c'est spécifiquement argentin peut parfaitement être adaptable sous d'autres cieux. C'est-à-dire, c'est toujours cette recherche permanente de cette confluence, de cette exigence du national et du social. Voilà. D'accord. Cette troisième voie que mon voisin évoquait tout à l'heure, nous sommes toujours en recherche. Bon, il y a eu un mouvement tiers-mondiste recherchant voulant exister entre les deux blocs. Bon, De Gaulle a eu la velléité d'être l'un de ses animateurs. Oui, on parlait de la participation
participation à l'époque, il y avait des idées audacieuses sur le plan social et économique qui n'ont pas été mises en application malheureusement. L'idée, voyez aujourd'hui, par exemple, quand on voit... on voit la trahison du gaullisme aujourd'hui, je vais vous dire, l'UMP, quand vous voyez l'UMP, libéral, quand vous voyez ce qu'est l'UMP aujourd'hui, qui se réclame du gaullisme, quand vous voyez ces clowns, passez-moi l'expression, aller au cimetière de Colombey-les-Deux-Églises, se mettre au garde-veau devant la tombe de leur grande idole du général, je vous avoue franchement qu'il est probable que le général doit se retourner dans son tombeau, c'est pas pensable. Il se retourne depuis longtemps malheureusement, je crois que lorsqu'on analyse notre classe politicienne depuis déjà plusieurs décennies. En Argentine, tous les meetings de Madame Cristina Kirchner ont lieu avec en fond de salle le portrait d'Evita. Vous avez encore sur la façade, vous avez encore sur la façade de la CGT à Buenos Aires la photo d'Evita. Vous avez sa statue, vous avez une place Evita. Vous avez encore dans les kiosques à journaux des cartes postales et des photos d'Evita. Elle reste encore populaire parmi les plus âgés. Écoutez, ils se souviennent encore. Et chez les jeunes. Non, je pense très franchement. Malheureusement, voilà. J'ai l'impression. Il y a aussi une occidentalisation de la jeunesse. Il y a l'année prochaine, en 2012, pardon, l'année prochaine, l'année prochaine, on fêtera le 60e anniversaire. On commémorera, si vous voulez, le 60e anniversaire de sa disparition. Il est probable qu'il y aura de grandes cérémonies en Argentine, mais c'est vrai que les vieux Argentins, ça leur dit quelque chose, mais la jeunesse, je pense qu'elle a, enfin, à part peut-être des éléments politisés et extrêmement intéressés par cette période historique, faut être objectif. Bon, c'est quand même. Elle a quand même tendance à s'éloigner un petit peu. Hein. Bon, vous avez le temps qui fait son œuvre, mais il y a encore quand même beaucoup de signaux. Hein. Vous avez quand même cette présence photographique dans tous les meetings du parti de la présidente et du Fréjuli. Hein, voilà, Front Justicialiste de Libération. C'est les frères ennemis. Hein, voilà. Alors doctrinalement parlant, je crois quand même qu'on est très loin de ce qu'avait imaginé Perón. Et puis l'Argentine n'a peut-être plus cette même position qu'elle avait à l'époque. C'était la 5e puissance économique mondiale. Vous vous rendez compte ? L'Europe était écrasée. L'Europe était écrasée sous les bombes alliées et sous les bombes allemandes. Qu'est-ce que elle avait besoin de tout et l'Argentine était là. Aujourd'hui, c'est plus la même situation économique, plus du tout. Et puis le Brésil, vous l'avez évoqué tout à l'heure, au détriment partiel de l'Argentine, le Brésil a pris une place considérable sur le continent latino-américain. Très bien. Écoutez, nous allons en rester là pour cette fabuleuse évocation donc de cette destinée extraordinaire pour l'Argentine et aussi en tant que modèle de faisabilité d'un système qui allie, qui concilie relativement harmonieusement les impératifs sociaux et nationaux. Gabriele et Jean-Claude, merci. Je vous rappelle, Jean-Claude, que vous êtes l'auteur donc de Evita Perón, la reine sans couronne des Descamisados, aux éditions du Alpha, qu'on peut se procurer à la librairie Primatis, dans le 13e arrondissement. Tout cela sera mis en ligne sur les chroniques, ou à votre adresse personnelle, boîte postale 41 77 480, Bray-sur-Seine. Je rappelle aussi que vous avez une formation de journaliste, d'archiviste, documentaliste et écrivain, que vous avez écrit une dizaine d'ouvrages dans lesquels vous mariez à la fois vraiment le style vivant et alerte, la plume alerte du journaliste, avec la rigueur du documentaliste et de l'historien. Je citerai notamment dans un sujet périphérique à celui que nous avons traité ce soir, votre Homme à poigne et dictateur oublié de l'Amérique exotique, chez Pardes. C'est un régal pour ceux qui aiment toutes les histoires de golpe et de pronunciamientos, donc avec des figures peu connues mais attachantes et de l'histoire tourmentée du continent sud-américain. Vous avez écrit aussi un volumineux dictionnaire des États éphémères ou disparus de 1900 à nos jours, qui est aussi un régal pour tous les pays qui ont disparu de la carte du monde, avec bien sûr toujours comme d'habitude beaucoup d'encadrés, beaucoup de documentation et d'iconographie. Vous êtes aussi un passionné de vexillologie et de symbologie. Vous avez également signé d'autres ouvrages, notamment consacrés au nationalisme québécois Canada français chez Du Alpha, qui est vraiment passionnant pour une approche un petit peu du phénomène canadien-français, ainsi qu'un livre noir de la Rhodésie blanche chez Du Alpha, qui raconte aussi la lutte héroïque d'une enclave européenne en Afrique australe, et surtout voir ce qu'elle est devenue aujourd'hui avec le sinistre Robert Mugabe. Voilà. D'autres ouvrages aussi ont été signés. Vous êtes intéressé au Grand Sud américain, à l'Afrique du Sud,
à nos frères européens, bien sûr, dans l'ouvrage de en 2007. Tout cela, nos auditeurs pourront le voir sur les chroniques de votre serviteur dans quelques jours après la transmission de l'émission. Voilà, nous vous souhaitons une bonne soirée, chers auditeurs. Gabriele, peut-être une seconde, je voulais ajouter ça. Que, en fait, c'était très justement dit que l'Argentine est un pays européen en Amérique latine. Et quand l'Argentine a été détruite par le Fonds monétaire international, je ne pense pas que c'était par hasard. Je pense que ça servait à faciliter l'élan du Brésil pour gagner le pouvoir économique et politique dans les continents. Le Brésil qui est géré par Lula, que je trouve que c'est un alien d'empire. Pourquoi un alien d'empire? Parce que non seulement parce qu'Allende était pour l'Axe pendant la guerre, mais aussi parce que il était peut-être. Oui, comme l'a montré Victor Farias, je crois, voilà, dans son ouvrage tranché. Mais voilà. Il était peut-être plus dangereux parce que l'époque était plus violente. Mais Lula est plus dangereux dans un point de vue, comment dirais-je, de mondialisation générale. Et je pense que ça fait partie, la destruction de l'Argentine, ça fait partie dans la même logique de la destruction de tous les régimes socio-nationaux dans les pays arabes par le fondamentalisme religieux. Donc je pense que tout se tient d'une certaine manière. Oui, le nationalisme arabe, qui ont laissé la place. Donc je pense que ce sont des forces islamistes manipulées par les Américains. Toutes des victimes de la mondialisation qui mènent surtout contre l'Europe. D'accord. Sur ces propos-là, donc un grand bonjour à tous les dissidents, à tous les anticonformistes de France, de Navarre et de la Grande Europe, et plus que jamais à l'abordage.